Bonjour et bienvenue à tous pour ce cours d'immunologie. Nous sommes au chapitre 2b, l'immunité innée, les cellules effectrices, mode d'action. L'objectif est de décrire les différents mécanismes de type inné employés par les leucocytes pour éliminer les agents infectieux. Dans ce cours, nous parlerons de la phagocytose, la dégranulation, la production de cytokines et de substances vasodilatatrices, et enfin de cytotoxicité cellulaire avec les cellules NK. Nous commencerons par la phagocytose, un processus quasi universel de défense. Rappelons que de nombreux protozoaires, comme les amibes, se nourrissent par phagocytose. Mais dans le corps humain, il s'agit d'un mécanisme de défense contre les agents infectieux et de nettoyage. Les monocytes, les macrophages, les neutrophiles et les cellules dendritiques sont les principales cellules phagocytaires. On parle de phagocytes professionnels. Mais d'autres cellules sont capables de phagocytose occasionnellement. Intéressons-nous à la phagocytose. Il s'agit d'un processus d'internalisation de particules de grande taille, supérieures à 0,5 microns, par opposition à l'endocytose. À la différence de l'endocytose, la phagocytose est un processus qui ne fait pas appel à la clatrine, mais dépend de l'actine. Il s'agit d'un processus à plusieurs étapes, impliquant la reconnaissance de l'agent infectieux, l'engloutissement, la maturation du phagosome et la digestion après fusion avec les lysosomes. Ainsi, le pathogène est d'abord capturé par des extensions de la membrane plasmique, pour aboutir dans une vacuole, laquelle fusionne avec un lysosome, contenant des granules toxiques qui détruiront le pathogène. Ce processus peut être extrêmement rapide. On distingue deux modes de reconnaissance du microbe par le phagocyte, direct ou indirect. Dans la reconnaissance directe, un récepteur de pattern est capable de se fixer sur le micro-organisme, de le reconnaître et de déclencher la phagocytose. La reconnaissance indirecte fait appel à des opsonines, c'est-à-dire des molécules capables de se fixer sur les micro-organismes et de stimuler la phagocytose. Des exemples d'opsonines sont les anticorps et les molécules du complément. Ces molécules fonctionnent comme des étiquettes qui se fixent sur le microbe et indiquent aux phagocytes de les phagocyter. Ainsi, ici, une bactérie est reconnue par des anticorps. Le macrophage possède un récepteur de type FCR capable de reconnaître l'immunoglobuline et de déclencher la phagocytose. Ici, vous avez un micro-organisme qui est couvert par des molécules du complément. Le phagocyte possède un récepteur au complément qui peut amorcer la phagocytose. La phagocytose a deux fonctions dans la réponse immunitaire. La première est la destruction de l'agent infectieux. Il s'agit d'une fonction médiée par les macrophages, les neutrophiles et les monocytes, dans laquelle la phagocytose joue un rôle essentiel pour éliminer des agents infectieux. La deuxième fonction est la présentation d'antigènes aux cellules T. Ce sont les cellules dendritiques qui jouent ce rôle. Vous avez ici un microbe ingéré par phagocytose, il est dégradé et des peptides de ce microbe sont présentés sur des molécules MHC. Mais comment la bactérie est-elle éliminée durant la phagocytose? Nous allons voir que les lysosomes vont apporter un certain nombre de produits toxiques, des agents antimicrobiens. Ce sont des protéases, capables de dégrader les protéines, des lysozymes, qui dégradent le peptidoglycane, des peptides antimicrobiens, qui sont capables de perméabiliser les membranes microbiennes, ou la lactoferrine, une protéine qui séquestre le fer. Ces facteurs et l'acidité vont contribuer à digérer le micro-organisme. Le second mécanisme en jeu est la production de réactifs oxygénés, qu'on appelle en anglais ROS pour Reactive Oxygen Species. Ce sont des espèces chimiques oxygénées telles que des radicaux libres, des ions oxygénés et des peroxydes, rendus chimiquement très réactifs
par la présence d'électrons de valence non appareillés. Les schémas que je vous montre ici ne sont pas à retenir, mais on notera le rôle de la NADPH oxydase, un enzyme membranaire qui concourt par des réactions redox à produire des ions superoxydes. Ces ions superoxydes peuvent interagir avec la superoxyde dismutase et produire de l'H2O2 qui, par différentes réactions, peuvent produire des radicaux libres et des molécules toxiques. Dans le phagosome, on trouve aussi un autre enzyme, la hénosynthase, qui, à partir d'arginine, est capable de produire des réactifs nitrogénés, le NO. Le NO est capable de réagir avec certains composés réactifs oxygénés pour produire la peroxynitrite, des composés extrêmement toxiques. Ces produits peuvent provoquer des dommages cellulaires à l'hôte, d'où le fait que leur activité est confinée dans le phagosome. La notion de confinement est importante en immunologie. On tâchera d'isoler le pathogène, de le détruire, tout en évitant de causer des dommages à l'hôte. Nous verrons que certaines bactéries vont tenter d'échapper à la destruction en bloquant la fusion avec les lysosomes. La dégranulation est un autre processus important, notamment pour éliminer des pathogènes trop importants pour être phagocytés. Il s'agit du relargage de granules toxiques à l'extérieur de la cellule, avec le risque, toutefois, de causer des dommages collatéraux dans les tissus environnants. Ainsi, les neutrophiles relarguent des molécules lors d'un contact avec un agent pathogène. Parmi celles-ci, on trouve la lactoferrine, la BPI, qui est impliquée dans la neutralisation du LPS, des lysozymes, des protéases. Les défenses antiparasitaires se basent aussi sur le relargage d'agents toxiques par d'autres granulocytes, notamment les éosinophiles. Ils produisent par exemple l'éosinophile cationique peptide, EDP, ou l'éosinophile derived neurotoxine, EDN, des peroxydases qui vont permettre d'éliminer les parasites. Dans certains cas, la dégranulation s'accompagne de la destruction de la cellule immunitaire, avec l'extrusion du matériel nucléaire et cytoplasmique. Il s'agit d'une sorte de suicide de la cellule immunitaire. Du fait que les histones sont basiques, chargés positivement, ils posséderaient des activités antibactériennes. Il a aussi été proposé que les contenus d'ADN et de la chromatine forment des filets participant à l'élimination des pathogènes. On parle de NET et de nétosis, un processus qui contribuerait au pouvoir antibactérien des neutrophiles et qui est visualisé sur cette figure. Soulignons que les réactions de coagulation, qui ne seront pas discutées dans ce cours, peuvent aussi contribuer à la réponse immunitaire en immobilisant le pathogène. Enfin, un grand nombre de cellules immunitaires myéloïdes vont influencer la réponse immunitaire par la production de cytokines et de chémokines. Nous verrons cela lorsque nous détaillerons la réponse inflammatoire. Un exemple est le mastocyte, une cellule impliquée dans l'inflammation et les réactions allergiques. Ce type cellulaire contient de nombreux granules, contenant des substances vasodilatatrices, dont l'histamine, qui est capable d'induire la dilatation des vaisseaux sanguins. Ils produisent des cytokines, comme le TNF-alpha, qui est capable d'augmenter l'expression de molécules d'adhésion sur les vaisseaux. Ils produisent des protéoglycanes, qui sont des composés de la matrice extracellulaire. Ces protéoglycanes sont importants dans les processus de cicatrisation et pour la formation des gradients de chémokines. Ils produisent aussi des protéases qui sont essentielles pour éliminer les tissus endommagés. Nous verrons que les macrophages jouent aussi un rôle important dans le remodelage des tissus au cours de la cicatrisation. Nous allons maintenant nous intéresser aux cellules NK, des cellules de l'immunité innée d'origine lymphoïde. Elles sont similaires aux cellules T, mais ne possèdent pas de TCR, de récepteur à l'antigène. Ces cellules sont cytotoxiques, c'est-à-dire que comme les TCD8, elles ont la capacité de détruire les cellules infectées par les microbes. Ainsi, les NK jouent un rôle important contre les infections par des pathogènes intracellulaires,
que ce soit des bactéries comme Listeria monocytogenes ou des virus. Dépourvues de TCR, elles ont développé un mode de reconnaissance des cellules infectées tout à fait particulier. Elles les reconnaissent par l'absence de molécules du soi normalement présentes à la surface des cellules ou par le soi altéré, des mécanismes que nous allons décrire. Les cellules NK sont constitutivement cytotoxiques. Leur activité n'est pas affectée par une réexposition à l'antigène. Ce sont bien des cellules de l'immunité innée. Elles reconnaissent leurs cellules cibles, elles établissent un contact intime et ensuite relarguent des granules toxiques qui tuent la cellule cible. Deux mécanismes sont employés par les NK pour éliminer une cellule cible. Le premier est le relargage de produits toxiques, notamment la granzyme et la perforine. La perforine est une molécule qui peut polymériser et former des pores à la manière des toxines. Les granzymes sont des protéases acérines qui, quand ils pénètrent à l'intérieur de la cellule, sont capables d'induire l'apoptose. Le deuxième mécanisme implique la fixation de Fas-ligand sur son récepteur de mort appelé Fas. Fas est appelé récepteur de mort parce que son activation induit la mort de la cellule par apoptose. Ainsi, nos cellules posséderaient une sorte de bouton qui déclencherait la mort programmée, une sorte de suicide au service de la collectivité. Ce deuxième mécanisme, Fas et Fas-ligand, semble moins important que la production de granzymes et de perforine dans l'élimination de la cellule cible. Un autre rôle important des cellules NK dans la réponse immunitaire est de produire des cytokines. Ainsi, les cellules NK sont une source importante d'interféron gamma, une cytokine qui agit sur les macrophages en renforçant leur activité microbicide. Ce schéma révèle l'interaction bidirectionnelle entre macrophages et NK. Les macrophages produisent de l'interleukine 12, de l'interféron alpha et bêta qui stimulent l'activité des cellules NK. Les cellules NK, quant à elles, produisent de l'interféron gamma qui stimule les macrophages. La cytotoxicité des cellules NK envers les cellules infectées soulève la question du mécanisme de reconnaissance. En effet, comment des cellules dépourvues de TCR peuvent-elles reconnaître une cellule du soi infectée? En fait, deux mécanismes permettent aux cellules NK de reconnaître des cellules infectées. L'existence de récepteurs que l'on appelle NKR pour Natural Killer Receptor. Ces récepteurs sont capables de détecter des anomalies à la surface des cellules. Ces anomalies sont par exemple l'expression de molécules de stress ou l'absence de protéines du soi, comme le MHC classe 1. Ainsi, les NK possèdent à leur surface des récepteurs NKR activateurs dont l'activation déclenche l'activité des NK et des NKR inhibiteurs dont l'activation inhibe l'activation des NK. La balance des signaux positifs et négatifs déterminera si la cellule NK s'active ou non. Ainsi, nous verrons que les cellules NK ont développé des mécanismes de reconnaissance du soi altéré ou de l'absence du soi, qui permettent une détection contre des cellules infectées. Le deuxième mécanisme d'activation des cellules NK implique les anticorps. Les cellules NK possèdent des récepteurs FCR, capables de reconnaître la région constante des anticorps, et ainsi de reconnaître une cellule couverte d'anticorps. Il s'agit d'une forme de cytotoxicité dépendante des anticorps. Intéressons-nous à la reconnaissance par absence de soi. Vous avez sur votre gauche une cellule NK avec des récepteurs activateurs et des récepteurs inhibiteurs. Les récepteurs activateurs reconnaissent des protéines à la surface des cellules, qui sont généralement peu nombreuses, mais dont le nombre et l'expression augmentent lorsque la cellule est malade. Les récepteurs inhibiteurs, quant à eux, se fixent à des protéines du soi, qui sont normalement présentes dans les cellules saines. Ici, un récepteur inhibiteur se fixe sur une molécule MHC classe 1 qui est présent à la surface de toutes les cellules nucléées. Dans ce cas-ci, la cellule est saine
et vous avez une balance équilibrée entre les signaux venant des récepteurs activateurs et des récepteurs inhibiteurs. Donc la cellule NK ne s'active pas. Vous avez ici une cellule infectée par un virus. En fait, de nombreux virus ont développé des mécanismes d'échappement en bloquant l'expression des molécules MHC classe 1. Ainsi, ils bloquent l'expression des antigènes à l'extérieur et la détection par les lymphocytes CTL. Mais une cellule NK est capable de reconnaître cette cellule infectée par l'absence de MHC classe 1. Dans ce cas-ci, voyez que l'absence de MHC classe 1 bloque l'activation du récepteur inhibiteur. La balance est alors en faveur de l'activation. La cellule NK va reconnaître la cellule cible, dégranuler et l'éliminer. Ce point nous permet d'illustrer la course aux armements entre hôtes et parasites. Le système MHC TCD8 s'est développé pour éliminer les pathogènes intracellulaires, notamment les virus. Mais les virus ont développé des mécanismes d'échappement en produisant des facteurs de virulence qui bloquent l'expression du MHC classe 1 à la surface. L'hôte a développé une contre-stratégie en développant un mécanisme de reconnaissance des cellules infectées par absence de soi, qui permet aux cellules NK de reconnaître les cellules infectées par l'absence du MHC classe 1. Intéressons-nous à la reconnaissance par le soi altéré ou soi modifié. On retrouve à gauche une situation équilibrée, avec une cellule saine, des signaux positifs et négatifs qui s'équilibrent et pas d'activation de la cellule NK. À droite ici, vous avez une cellule tumorale ou une cellule infectée. Cette cellule est malade et elle exprime à sa surface des protéines de stress. Ce sont par exemple les protéines MICA ou MICB. Ces facteurs sont reconnus par les NKR activateurs, ce qui conduit à une augmentation des signaux activateurs. La balance est dans ce cas en faveur de l'activation. La cellule NK va dégranuler, relarguer ses granules toxiques et éliminer la cellule NK. Sur ce schéma est visualisée l'activation d'une NK par des anticorps. Une cellule infectée ou tumorale exprime des antigènes membranaires particuliers, par exemple des récepteurs particuliers, qui ne sont pas retrouvés à la surface des cellules normales. Ces antigènes peuvent être reconnus par le système immunitaire adaptatif humoral, les anticorps. Ainsi, une cellule tumorale peut être recouverte d'anticorps. Vous avez ici une cellule NK qui possède à sa surface des récepteurs FcR capables de reconnaître la région constante des immunoglobulines. La cellule NK est capable de reconnaître la cellule tumorale par la présence d'anticorps. Elle va dégranuler, relarguer ses granules toxiques et éliminer la cellule tumorale. Certains immunologistes tentent d'utiliser les propriétés des cellules NK pour éliminer les cellules cancéreuses. Il est maintenant temps de résumer ce que nous avons appris au cours de ce petit cours. Au sein du système immunitaire inné, les leucocytes contribuent à la défense de l'hôte par de multiples mécanismes. Nous avons vu la phagocytose. Les macrophages, les monocytes, les neutrophiles et les cellules dendritiques sont des phagocytes professionnels qui éliminent les agents infectieux ou présentent l'antigène. Nous avons vu la dégranulation qui implique les neutrophiles et les éosinophiles. Nous avons vu que de nombreux leucocytes contribuent à l'inflammation via la production de cytokines et de substances vasodilatatrices. Enfin, nous avons vu la cytotoxicité cellulaire avec les cellules NK. Dans le prochain cours, nous analyserons les molécules impliquées dans la réponse immunitaire innée.